Nous vous proposons le premier atelier de la deuxième journée du Forum national SOS Hépatite et Maladies du foie 2023. Donc le sujet, Thomas, le sucre, un nouveau combat épatant. Absolument. Alors, je vous préviens, cet atelier, on va vous demander de participer. Mais ça fait partie justement de la problématique. Ça commence. Bon. Alors pourquoi le sucre ? Parce que vous voyez, c'est un sujet qui fait parler déjà. On a beaucoup évoqué ces 2 jours le changement culturel qu'on avait à SOS Hépatite. Entre la première génération, je dirais, hépatite C, où on avait des groupes de parole entre gens fracassés par l'interféron. Et donc, quelque chose de très communautaire. Et puis, cette nouvelle pathologie qui nous arrive, où la rencontre avec le public est totalement différente. C'est plus difficile. D'abord, c'est une maladie plus globale. Il n'y a pas que le foie. On va parler de plein d'autres organes aussi. Et puis, c'est un public qui est plus difficile à appréhender. Et donc, on a cherché depuis quelques années à voir comment on pouvait entrer en contact avec ce public, et notamment le public pour faire de la prévention, puisque je suis d'accord avec l'idée qu'il faut travailler en priorité sur les 220 000 personnes atteintes d'une NASH grave, mais il n'empêche que si on veut fermer le robinet qui alimente ces NASH graves, il faut aussi travailler en amont, en allant vers le grand public. C'est un petit peu donc ça qu'on a essayé de chercher. On a eu des premières expériences, par exemple les expériences qui ont été faites à Nevers, de street contact, où on a commencé à interroger les gens comme ça dans la rue, enfin Nevers-Plage, sur ce qu'ils pensaient de leur alimentation, de leur rapport à l'alimentation, le surpoids et tout ça. La malbouffe. Et donc ça, c'était une première expérience où on a vu que parler d'alimentation avec les gens, c'est un bon moyen d'entrer en dialogue ensuite pour parler de choses plus compliquées, et notamment de nos pathologies du foie. Et voilà, on a aussi... oui, c'est moi qui est là. On travaille aussi sur des communications grand public. Est-ce que ça bouge, là ? Où est-ce qu'il faut que je... Voilà, donc des communications grand public, parce qu'il faut faire passer le message. Là, la dernière, donc vous avez nos combattants. Pascal Mélin, quand même, qui n'a pas hésité à aller devant un confiseur avec Michel Simès. Donc, vous voyez les risques qu'on prend quand même. Et je ne parle pas de Mathilde, qui a traversé Paris en 2 chevaux pour convaincre une dame, Ophélie, de manger un peu mieux. En 2 mots, tu veux nous dire de quoi il s'agissait ? Et puis ensuite, on poursuivra. Juste pour rappeler l'émission, donc ça s'appelle Prenez soin de vous, c'est l'émission de Michel Simès. Donc le principe, c'est qu'ils accompagnent 3 malades pendant 3 mois auprès de professionnels de santé. Et il y a un bilan qui est fait avant-après. Donc il y avait donc Ophélie qui a une stéatose hépatique non alcoolique, et moi l'équipe m'avait contactée par le biais de mes réseaux pour que je vienne un petit peu la coacher, la motiver, et pour que mon propre parcours de guérison en fait puisse l'aider à garder sa propre motivation pour elle. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on fait et qu'on continuera à faire, parce qu'il faut faire flèche de tout bois. Mais là, revenons-en à notre sujet, juin sans sucre ajouté. Si ça change, il y a un petit décalage entre le moment où j'appuie. Voilà. Donc l'idée de départ, alors en fait, l'idée de départ, comme d'habitude à SOS Hépatite, c'est une idée à la con. J'ai jamais su si c'était Juliette ou si c'était Pascal. Mais pour vous raconter, voilà, c'est Juliette donc, qui a dit bah tiens, le dry January quand même, c'est bien, le défi de janvier, le mois sans tabac, ça marche, ça fait parler, ça a du résultat. Pourquoi on ferait pas un mois sans sucre ? Sans sucre, à l'époque on en était juste là. Donc il m'avait posé la question, donc j'avais répondu comme d'habitude, bah, ça va pas la tête, c'est pas possible, on n'a pas les moyens, on n'y arrivera pas. Donc fort de ma réponse, ils m'ont dit une semaine plus tard, ok on y va. Voilà. Et donc on a embarqué Mathilde dans l'histoire, Célie aussi, on a constitué un petit groupe. Et on s'est dit, bon, ben, c'est bien beau de se dire, on fait un joint sans sucre ajouté, mais c'est pas si facile que ça. Et avec cette idée, moi je connais, j'ai un peu suivi les autres expériences, je connais les moyens que ça nécessite. Et donc on a dit, en 2023, on va
commencer par expérimenter la chose, se demander si ça a du sens. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pertinent d'essayer de réduire sa consommation de sucre, essayer de prendre conscience, un petit peu comme le défi de janvier. L'idée, c'est pas d'arrêter, mais c'est déjà de prendre conscience de ce qu'on consomme pour pouvoir mieux gérer ensuite sa propre consommation. Et on s'est dit, bon, ben on va essayer de faire, on appelait ça un défi personnel pour une expérimentation collective. On s'est dit, il faut qu'on arrive à réunir, si on arrive à réunir 100 personnes autour de nous, c'est bien, on aura un petit échantillon qui nous permettra de bien comprendre si ça vaut le coup ou pas de continuer. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on est parti. Et donc, on a essayé de chercher autour de nous, donc de rameuter, et j'arrive toujours pas à... Voilà, c'est ça. Et on s'est retrouvé, mine de rien, on était très surpris. On visait 100 personnes, on en avait près de 400. Donc Mathilde qui anime une page Facebook sur la stéatose, il y a le groupe NASH, la page Facebook sur la NASH aussi qui était utilisée, la NASHletter, enfin on utilisait nos outils, puis les copains, les proches, les copains des copains. Frédéric ici présent en a parlé aussi à une copine qui travaillait dans une entreprise strasbourgeoise. Il a relayé l'information qui était elle-même relayée à l'hôpital de Strasbourg. Et mine de rien, on s'est retrouvé avec nous, plus des collectifs qui nous ont rejoints spontanément sur cette idée. On va essayer et on va voir ce que ça donne. On accepte de documenter ce travail. Alors attention, on n'a pas cherché à avoir un échantillon représentatif. Cet échantillon est représentatif des gens qui spontanément veulent bien y aller. Donc on avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est un problème puisque la NASH, on a quand même pas mal d'hommes qui nous ont échappé. On avait surtout des femmes déjà très impliquées, très sensibilisées. Et on voit bien, comme le mois sans tabac d'ailleurs, et comme le défi de janvier, que on touche une partie de la population, mais pas tout le monde. Voilà. Mais n'empêche qu'on a des gens des gens un peu plus en surpoids que la moyenne, mais pas beaucoup parce qu'ils sont plus âgés là que la moyenne, donc c'est pas forcément des gens très gros. Une bonne tranche d'âge, parce que moi j'avais recruté des étudiants aussi. Un tiers qui avait une maladie, une pathologie stéatose ou NASH. Hein, donc on avait un bon échantillon, des gens qui ont accepté non seulement d'essayer de réduire leur consommation de sucre ajouté pendant un mois, mais de répondre à nos questionnaires pour voir ce que ça faisait chez eux. Chez elles. Bon, à la fin, on en a perdu en route. Alors, certaines n'ont pas répondu. Elles ont peut-être quand même continué le défi, mais n'ont pas répondu au questionnaire. On ne sait pas très bien. Il y en a qu'on a perdu aussi, sans doute, parce que ça a été trop dur pour elles. Donc, il faudra qu'on réfléchisse à ça. Comment on fait pour empêcher les gens de renoncer, hein. Mais bon, à l'arrivée, on avait quand même 200 personnes qui ont pu répondre à un long questionnaire. C'est vraiment un long questionnaire. Et qui nous ont permis un petit peu de développer nos réflexions. Donc déjà, vous voyez que les 3/4 des gens qui ont répondu, donc des 200 qui ont répondu, qui ont suivi le défi durant les 30 jours du mois, avec plus ou moins de constance, c'est-à-dire que certains s'étaient accordés un jour de répit de temps en temps, mais quand même, entre ceux qui ont fait ça pratiquement tous les jours et ceux qui ont fait ça tous les jours, on a 76% de l'échantillon. Donc ils ont tenu. Vous voyez, il y a quasiment la moitié qui ont totalement ou beaucoup arrêté la consommation de sucre ajouté. Alors, c'était des gens qui étaient sensibilisés à la question du sucre, je répète. Donc, ce n'est pas extrapolable à la population, mais voilà, il y en a la moitié qui ont beaucoup ou totalement arrêté. Il y en a 40% qui ont quand même pas mal arrêté. Ça n'a pas toujours été facile. Alors là encore, on en a un petit tiers qui dit que ça a été facile, un bon tiers qui dit que ça a été facile, peut-être parce qu'on avait des gens très sensibilisés, et on en a un autre tiers qui dit que ça a été vraiment difficile, quoi. Voilà. On était très préoccupés par les histoires de sensations de manque, de problématiques d'addiction. On avait d'ailleurs demandé aux gens au départ, est-ce que vous pensez que vous avez une addiction au sucre? Il y en avait 25% qui nous disaient spontanément oui. Voilà. Là, on voit que quand même, on a plus de la moitié, 60% des gens qui ont eu un problème de manque de sucre. Hein,
Alors, ça ne veut pas dire que c'est un signe d'addiction, mais c'est le premier signe à partir duquel on va pouvoir réfléchir aux questions sur l'addition. Et il y en a 38% pour qui c'est passé crème et il n'y a pas eu de problème. Je donne vraiment les résultats les plus globaux, si vous voulez, sur le site de SOS. Il y a le dossier de presse complet, si vous voulez, tous les détails. Voilà. Alors, on leur a demandé aussi ce qu'ils avaient arrêté de manger. Donc, la première chose qu'on a arrêté de manger, c'est les biscuits, les pâtisseries industrielles. Le chocolat, alors il y avait deux catégories pour le chocolat. Il y avait ceux qui avaient arrêté le chocolat et ceux qui, au contraire, se disaient « je lâche tout sauf le chocolat ». J'en fais partie. Voilà. Et... voilà. En revanche, par exemple, les gens n'ont pas arrêté l'alcool, parce que pour eux, ce n'était pas du sucre ajouté. Donc, ils ont peu arrêté l'alcool. On leur a demandé aussi quel bénéfice ils retiraient de l'expérience. Donc ça, c'est le dernier questionnaire, juste début juillet, à 1 mois, à chaud. 45% ont eu moins de fringales. Donc c'est quand même un beau résultat après 1 mois. Mais... c'est toujours pareil, il y a 14% avec qui ça ne s'est pas très bien passé, quoi. Et même, ils ont eu des problèmes probablement de comportement alimentaire qui fait qu'ils étaient plus mal à l'aise avec le sucre. Et en fait, ils ont eu plus de fringales. Il y en a 30% qui ont constaté au bout d'1 mois seulement une perte de poids. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est énorme. Malheureusement, c'était l'objectif d'une grande majorité des participantes. Et donc, il y a eu des gens qui ont été déçus sur cet objectif-là. On n'a pas réussi à faire comprendre que 1 mois sans sucre ajouté, c'était pas pour perdre du poids, c'était plutôt pour prendre conscience de sa consommation et dans une stratégie à long terme qui amènerait peut-être une perte de poids ultérieure. Mais voilà. Ensuite, si on leur demande de façon spontanée les résultats, on a eu des résultats sympathiques. Meilleur sommeil, plus d'énergie, meilleure humeur, silhouette affinée. C'est-à-dire que j'ai pas perdu de poids, mais je me sens mieux dans mon pantalon quand même. On l'a entendu. Enfin, voilà. Et puis quelques-uns à qui ça fait monter le stress, parce que oui, le manque de sucre. Il y en a une qui a raconté qu'elle engueulait tout le monde autour d'elle, donc oui, effectivement. Voilà. Et donc, les chiffres nous ont semblé quand même assez intéressants. On va voir les derniers. Et au-delà des chiffres, voilà, c'est quand même le fait de faire ça en groupe, ça a fonctionné. C'est-à-dire que c'était bien la question qu'on se posait, est-ce que le fait de se mettre ensemble, ça aide ? Moi, d'ailleurs, on est 4, on peut en témoigner. D'avoir des gens autour de soi, bah oui, ça aide à tenir le coup, à échanger, à se dire comment tu fais, à se donner des trucs, et puis à se soutenir mutuellement. Comme vous avez vu les campagnes là, sur le tabac où on dit j'ai pas commencé seul, il faut pas que j'arrête seul. Eh bien, c'est pareil, le sucre, j'ai pas commencé seul et je vais pas arrêter seul. Voilà. Au final, donc on demande aux gens, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce joint sans sucre ajouté ? 89% des gens nous ont dit, je suis satisfait ou très satisfait. Voilà. Mais 11%, il y en a une petite proportion chez qui ça s'est mal passé. Et surtout quand on leur demande, alors, et maintenant, donc on est le 1er juillet, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez continuer, pas continuer ? Il y en a 100% qui nous disent, d'une manière ou d'une autre, oui, je vais continuer. Donc, 25%, 48% qui vont continuer sur leur lancée comme ça. Puis les autres qui disent, oui, quand même, je vais un peu lâcher la pression, mais je vais quand même réduire ma consommation à long terme. Et puis d'autres qui disent, non, j'arrête, je viens sans sucre ajouté, mais maintenant j'ai compris, je vais quand même faire plus attention, je vais lire les étiquettes, je vais faire je vais changer mes pratiques alimentaires d'une manière ou d'une autre. Et quand on leur demandait, alors, est-ce que vous voulez qu'on recommence l'année prochaine ? 91% qui nous disent, oui, bien sûr, il faut y aller. Donc ça, c'est assez impressionnant pour nous. Alors de ça, on a tiré un certain nombre de propositions. Je vous les montre. On a des tas de demandes, y compris des demandes interassociatives sur la publicité, le marketing et tout ça. Mais là, on voit bien que la présence de sucre ajouté, la difficulté, on en reparlera avec Mathilde sans doute, sur la lecture des étiquettes, fait qu'il y a peut-être un problème d'affichage. On s'est dit que quand même, il y avait des produits très très chargés en sucre et que ça serait bien de faire baisser la dose. Comme il y a eu des engagements des industriels à faire baisser les doses de sel, pourquoi on ne ferait pas la même chose sur le sucre ? Et au-delà des engagements, il y a peut-être des mesures un peu plus coercitives des pouvoirs publics de se
côté-là. Effectivement, il faut aussi sensibiliser le public parce qu'on voit bien qu'on a touché des gens qui étaient déjà sensibles. Et comment on fait pour attraper les autres? Donc il y a un travail en amont de Juin sans sucre ajouté qui est indispensable à faire, qu'on n'a pas fait. Ce qu'on a vu, et c'est assez caractéristique de ces campagnes-là, c'est qu'il ne suffit pas de communiquer sur les ravages liés au sucre, il faut aussi communiquer sur les bénéfices liés à l'arrêt du sucre. Et ça, les retours d'expérience des gens ont été vraiment importants. On s'est aperçu aussi, d'un point de vue plus médical, que c'était... vous allez chez le généraliste, il vous demande si vous buvez, si vous fumez, il ne vous demande pas si vous bouffez du sucre. Et il y a peut-être quelque chose à travailler autour de ça. Voilà. Et admettre la réalité de l'addiction au sucre. Pour certaines personnes, on l'a bien vu dans notre échantillon, et ça correspond à peu près à ce que disent les autres enquêtes. Il y a une minorité de gens qui ont une vraie addiction au sucre, et donc il faut la traiter comme telle, et pas comme une... C'est pas un caprice d'enfant de bouffer du sucre, non, c'est une addiction. Voilà. Et la 7e proposition, celle dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est celle-là. Est-ce qu'on fait un vrai sans sucre ajouté? Puisque là, je rappelle, nous étions dans une expérimentation. Est-ce que ça vaut le coup de faire ce travail-là? On en arrive à la conclusion que ouais, ça vaut le coup, sauf que ça demande des moyens. Ça demande des moyens pour élargir le public. Comment on touche des hommes et pas que des femmes? Comment on touche des femmes pas vraiment conscientes déjà du problème? Comment on fait plus de pédagogie, parce qu'on en reviendra, on a eu beaucoup de mal, il y a des gens qui ont eu beaucoup de mal à comprendre, ne serait-ce que c'est les sucres et les sucres ajoutés dans les produits qu'ils consomment. Voilà. Et mieux accompagner les gens, parce qu'on a eu des gens, on a mis, il faut qu'on le reconnaisse, on a mis des gens en situation d'échec. Il y a des gens qui ont dit ouais, c'est super votre truc, et puis ça n'a pas marché, et qui se sont dit zut, je suis trop nul, j'y arrive pas. Et les autres, parce qu'il y avait des chefs de file sur le groupe Facebook qui arrivaient vachement bien, qui disaient t'es trop conne. Enfin, ils disaient pas trop comme ça, mais c'était assez bienveillant. Mais quand même, qui leur faisaient comprendre que c'est qu'une question de volonté. Non, c'est pas qu'une question de volonté. Donc, on a eu des gens qu'on a perdus, et moi je le regrette un petit peu. Mais globalement, ça s'est quand même super bien passé, et grâce à cet aspect communautaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis? On a essayé de diffuser ces propositions. Voilà, on a présenté ça aux Journées de la FEF. Donc, c'est important. Ça veut dire que cette approche expérimentale des patients est potentiellement reconnue par les experts du monde du foie. On a fait une conférence de presse. Malheureusement, on n'a pas eu d'énormes retours, mais on a eu des retours sympathiques quand même. On a essayé de sensibiliser les autres associations, les diabétiques, enfin toutes les associations de malades. Et maintenant, je dois dire, moi qui représente SOS Hépatite à France Asso Santé, je dois dire que l'idée du sucre est bien passée. Moi, j'ai entendu la vice-présidente de France Asso Santé dire l'autre jour, de toute manière, il y a 3 ennemis contre lesquels il faut qu'on combatte, c'est l'alcool, le tabac et le sucre. Bah oui, l'année dernière, elle ne l'aurait pas dit. J'en suis convaincu. Voilà, on va continuer, c'est-à-dire que d'abord les résultats, les questionnaires qu'on a faits vont encore continuer d'être exploités. On a un nouveau questionnaire qui va partir à 6 mois pour voir ce qu'il en reste 6 mois plus tard. On avait décidé d'en discuter au forum à Nancy. Eh bien voilà, c'est fait. Et puis il y a d'autres choses qui ont moins bien réussi. On a saisi Santé publique France. Pour le moment, notre demande est perdue dans les méandres bureaucratiques de Santé publique France, mais bon, on ne désespère pas. Voilà, donc on a fait des choses, on a avancé, on a surtout cette expérimentation dont on a retenu l'idée qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, et maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Sans sucre, vous avez vu quand même. Donc une nouvelle édition, avec qui, comment et quels moyens? Parce que si c'est continuer à travailler avec notre petit groupe de 5 personnes, on va s'épuiser. Et puis surtout, on ne va pas pouvoir répondre aux problèmes qui étaient les nôtres. Voilà. Et ensuite, si on a un peu de temps, on pourra essayer de voir aussi quelles autres actions de sensibilisation autour du sucre on pourrait faire pour faire passer toutes ces idées-là. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la table ronde en 2 temps ou 3 temps, si l'horloge nous le permet. D'abord, premier retour, votre retour sur l'édition 2023, mais vous aussi, quel est votre regard? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez? Et ensuite, une fois qu'on aura
débriefer autour de ça. Peut-être qu'on parle alors qu'est-ce qu'on fait en 2024. Donc pour commencer sur 2023, je vais commencer par ma brochette à moi, puisqu'on parlait de brochette ce matin. Mathilde, toi qui as beaucoup travaillé sur l'aspect communautaire du défi, hein, est-ce que tu peux revenir là-dessus un petit peu, en quoi ça peut être vraiment utile, en quoi ça peut aider les gens, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Voilà. Donc moi, je vais vous parler un peu plus de ma partie. Donc c'était la création d'un groupe Facebook Juin sans sucre ajouté. À la base, on a créé ce groupe vraiment pour pouvoir communiquer sur notre événement, pour pouvoir le faire connaître. C'est facile, les gens consultent régulièrement les réseaux sociaux, on peut envoyer une invitation. C'était un moyen de communiquer comme un autre. Et ensuite, au fur et à mesure du défi, c'est devenu un réel outil de communication, mais au quotidien, pour chaque jour de ce défi. On a eu 545 membres, donc un petit peu plus que ceux qui ont répondu au questionnaire. Bon, ça faisait partie du jeu. On se doutait bien que des gens allaient nous suivre sur le groupe, mais pas forcément répondre au questionnaire. Et c'est pas grave, on était déjà très contents de les avoir avec nous sur ce groupe-là. Oui, si je t'interromps, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont suivi Juin sans sucre ajouté à leur manière, sans répondre à nos questionnaires. Donc on a touché bien plus de 377 personnes, très certainement. Tout en sachant que c'était un groupe public, donc finalement n'importe qui pouvait le suivre sur Facebook sans être membre du groupe. Alors sur ce groupe, qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, donc, il y a eu beaucoup de pédagogie pour expliquer l'essence même de ce défi. Le gros challenge, ça a été de faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre les sucres naturellement présents dans notre alimentation et les sucres ajoutés. On n'est absolument pas dans un régime low carb ou cétogène où on s'interdit de consommer tous les glucides. Je vous rappelle quand même que les glucides, c'est l'énergie de notre corps, on en a besoin, donc c'est important d'en consommer. Mais pas n'importe comment. Nous, l'intérêt de bien réussir à faire la différence entre ces sucres-là. Donc les sucres naturellement présents, c'est ce qu'on va trouver dans les céréales, dans les produits laitiers. Moi, je persiste sur le chocolat noir parce que je suis fan de chocolat. Et il y en a d'autres dans le public, je crois. Donc voilà, et donc bien identifier le sucre ajouté. Donc le sucre qui va être ajouté, certes, dans les préparations industrielles, mais dans le sucre qu'on va ajouter nous-mêmes dans nos préparations maison. Quand on fait un gâteau au chocolat, qu'on met 200 grammes de sucre dedans, il y a du sucre ajouté. Donc il a bien fallu insister sur cet élément-là, et c'est pas si simple que ça, et ça se complique encore plus quand on veut essayer de lire l'étiquette d'un produit alimentaire. Alors, on a passé beaucoup de temps là-dessus, parce que lire une étiquette, ça tient en une phrase, ça paraît super simple, mais je vous garantis que ça ne l'est absolument pas. On a continué jusqu'au dernier jour du défi à aider les gens et à expliquer en toute bienveillance comment on peut identifier la présence de sucre ajouté dans un produit industriel. Donc, je ne sais pas, mais vous, par exemple, quand vous achetez un produit industriel, si vous voulez regarder s'il y a du sucre ou pas présent, j'imagine que vous vous tournez vers le tableau nutritionnel. Le petit tableau où on peut voir le gras, les glucides, les protéines, etc. Donc, dans la ligne glucides, vous avez en dessous un sous-détail qui est marqué « dont sucre ». Donc, le chiffre que vous voyez là, beaucoup de personnes pensent que c'est le sucre ajouté, et absolument pas. Ce chiffre-là, ça montre juste la teneur en sucre de votre produit. Donc il peut y avoir les sucres naturellement présents dans la farine utilisée pour faire votre gâteau au chocolat, et il peut y avoir le sucre qui a été ajouté, du sucre blanc, ou peu importe la forme, qui a été ajouté dans cette préparation. Donc si on veut savoir si notre produit contient vraiment du sucre ajouté, il faut se référer à la liste des ingrédients. Et alors là, accrochez-vous, parce que c'est vraiment, vraiment compliqué. Même pour moi qui pensais être un petit peu sensibilisée au sujet, quand j'ai voulu lister les noms du sucre qui se cache dans les produits de l'agroalimentaire, je suis tombée sur une liste de 52 noms. Et encore, je pense que ma liste date un peu et qu'il y a sûrement des choses à ajouter maintenant. Donc, je m'étais référée à un site internet d'une diététicienne qui s'appelle le Docteur Bonne Bouffe. Et donc, j'ai essayé de résumer sur un seul document A4 tous ces noms-là. Alors, il y a des choses très simples, le nom du sucre, le sucre blanc, le sucre brun, le caramel, la cassonade, tout ça, c'est simple. Vous avez toutes les formes de sirop, le sirop de maïs, le sirop de glucose, le sirop de fructose, le fameux sirop fructose-glucose, si vous en avez entendu parler, qu'on retrouve par exemple dans les sodas. Là, déjà, on passe sur un palier au-dessus. Et après, vous avez tous les noms chimiques
qu'on ne peut pas, en fait, si on n'a pas été un minimum sensibilisé au sujet, on ne peut pas deviner que c'est du sucre. Alors, dans l'émission de Michel Simès, c'était bien parce qu'il revenait sur le sujet en disant que tout ce qui se termine par ose, c'est du sucre, du fructose, le galactose, par exemple. Mais vous avez des petits malins qui répondent absolument pas à ces règles-là, comme la dextrine, la mélasse. Moi, c'est quelque chose que je connais absolument pas. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps, encore une fois, avec le plus de pédagogie possible pour faire passer ce message-là, et c'est un message qui est vraiment compliqué. Alors, pour essayer de donner un peu plus de dynamique aussi à notre discours, on a organisé des lives au nombre de 3. Un au début du défi pour nous présenter, nous, la team Juin sans sucre ajouté. On en a fait un autre à mi-parcours avec la présence d'une diététicienne. C'était très important pour nous d'avoir aussi le discours d'une professionnelle de l'alimentation pour expliquer ces notions de sucre naturellement présent, de sucre ajouté, etc. Puis donner des petites astuces, parce que les gens, ils sont là aussi parce qu'ils avaient envie d'avoir des astuces au quotidien pour savoir comment consommer moins de sucre ajouté. Et enfin, un dernier live pour clôturer l'expérience, où cette fois, on a invité des personnes. Donc, comme disait Thomas, on a été rejoint par une entreprise de Strasbourg. Il y a aussi donc, l'hôpital de Strasbourg qui a répondu en masse à l'appel et qui a participé. On a également donc, les collègues de Tourcoing qui nous avaient rejoints. L'équipe de Stéphanie qui était... qui était là hier. Donc voilà, on les avait invités avec nous pour le live, pour échanger avec le reste de la communauté. Et c'était bien de pouvoir donner cette dynamique de groupe dans l'entreprise. Je trouve que c'était vraiment porteur. Moi, de mon côté, alors ça fait une expérience assez virtuelle. J'avais envie de rajouter un peu d'humain là-dedans. Donc, j'ai organisé un goûter sans sucre ajouté sur ma commune avec donc les gens de ma région. Et c'était vraiment un moment convivial, et ça permettait vraiment de donner encore plus de sens à cette expérience-là, quoi. Donc le bilan, il est évidemment très, très positif. Rien qu'en discutant hier avec des personnes de la salle, on s'est rendu compte en fait, que le défi continuait encore aujourd'hui à interroger les gens, qu'il y avait encore des questions qui en ressortaient. Donc on voit bien que notre défi, il est gagné et qu'on a réussi à atteindre notre objectif. Après, si on doit réfléchir peut-être à des idées pour 2024, moi j'aimerais beaucoup développer cette idée de goûter sans sucre ajouté, parce que moi, vous l'avez compris. Tout à l'heure. Ah, pardon. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Je passe le micro à Juliette. Oui, Juliette, toi qui as copiloté l'aspect un peu communautaire de la chose, tu as peut-être des éléments à rajouter, le dispositif d'information qu'on a mis en place aussi. C'est vrai que Mathilde, elle a à peu près tout dit, toi aussi Thomas, donc je ne sais pas trop quoi ajouter. Juste que moi je suis salariée par SOS Hépatite pour rédiger une newsletter, donc je ne sais pas si parmi vous certains sont déjà abonnés. Et on a aussi créé un groupe Nash sur Facebook pour faire un peu la promotion de la newsletter. Et si, pour ajouter quelque chose sur le groupe Juin sans sucre ajouté sur Facebook, donc on l'a mis en sommeil jusqu'à l'année prochaine si le défi est renouvelé. Mais on se disait en attendant, là, pour le mois de décembre, de peut-être ouvrir ce groupe juste pour le mois de décembre, pour créer un calendrier de l'Avent et peut-être chaque jour expliquer un sucre. Alors ça pourrait être un jour un sucre naturel, un jour un sucre ajouté. Et ça permettrait aux gens de se remettre un petit peu tout ça en mémoire et puis d'être prêts pour le défi 2024. Voilà, sachant que la newsletter et nos réseaux à nous ont été vraiment un vecteur d'information important, mais dans notre milieu, et maintenant la question c'est comment on fait pour sortir de notre milieu. Voilà. Je vais revenir sur les slides. Donc Pascal, on aimerait bien avoir ton retour aussi. Parmi les questions que je voulais te poser, c'était la question autour de l'addiction, parce que je sais que c'est un sujet qui te préoccupe. Et là, on a quand même un bel échantillon de gens qui... c'est assez complexe, parce qu'il y en a qui pensaient avoir une addiction, puis qui finalement, un mois plus tard, disent non, finalement, je n'avais pas d'addiction, ça s'est bien passé. D'autres qui pensaient ne pas en avoir et qui ont découvert qu'ils en avaient une. Quel est ton regard autour de ces questionnements qu'on a eus sur l'addiction au sucre ? L'addiction au sucre, c'est un serpent de mer en médecine. Pour les addictologues, ils en parlent depuis longtemps. Les diabétologues nous disent que ça n'existe pas, ou très peu. En fait, il y a un grading, il y a des gens qui ont le bec sucré, on l'entend tous.
Et ce n'est pas forcément une addiction au sens addictologique où la définition, c'est je prends une substance pour modifier un comportement et pour, après avoir cette modification de comportement, je suis obligé de prendre de plus en plus de substances. Et à un moment, ça me prend toute mon énergie, tous les jours, tout le temps, au point que je vais en oublier de travailler, de m'occuper de ma famille, etc. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus insidieux que ça, l'addiction au sucre. Et pourtant, moi, je trouve que ça a été un formidable exemple pour les questions, et c'était, je reviens sur ce que disait Juliette, c'était vraiment bidirectionnel. Hein. On leur donnait des informations à tous les gens qui étaient là, et ils nous en renvoyaient en temps réel. Et il y avait des gens qui disaient effectivement que c'était dur, et pour les gens qui ont été en échec, je pense qu'il y a véritablement des addictions au sucre. Pourquoi ? Parce que culturellement, le sucre, sans qu'on le comprenne bien historiquement, a des pouvoirs sur la santé. Je vous passe le miel sur la cicatrisation des plaies, etc. Mais par exemple, le sucre, ce que savent les algologues, c'est que c'est un très bon antalgique. Et les mamans savent très bien que quand un bébé pleure, lui manger du sucre, quand c'est pour les dents, ça marche très bien. Sauf que si on associe le bébé, il pleure, je lui donne du sucre, il va mieux, donc c'est qu'il lui fallait du sucre. Et après, vous avez un gamin de 10 ans qui, dès qu'il ne va pas bien, on lui donne du sucre. Et vous mettez les industriels en face, vous savez, les petits M en verre, et qui vous disent, venez, nous, on vous fera des burgers plus sucrés. Et la boucle est bouclée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, et je vais donner mon exemple personnel, j'ai découvert que j'étais addict au sucre, et je ne le pensais pas. Le matin, quand j'allais travailler, je me disais, comme plein de médecins, il me faut de la caféine, donc je buvais 1, 2, 3, 4, 5 cafés dans la journée. Et puis, j'avais des coups de mou dans la journée, je me disais, il me refaut un café. Je reprenais, sauf que mon café, je mettais 2 sucres dedans. Et en fait, je ne me suis jamais rendu compte que ce n'était pas la caféine dont j'avais besoin. C'était des hypoglycémies que je faisais et que je me resucrais. Et le jour où, dans le défi, j'ai dit, allez, moi, je n'ai pas voulu aller très haut, j'ai dit, j'ai à mettre de sucre dans mon café. J'ai arrêté le sucre dans le café et j'ai découvert que je buvais moins de café et que j'avais plus mes coups de pompe. Et en fait, effectivement, dans tous les bouquins qu'on lit maintenant, on se rend compte que le sucre, tout seul, isolé, est un facteur. On va larguer l'insuline et on va faire des hypoglycémies et on va faire des coups de pompe en fin de matinée, etc. Donc, on a des biais comme ça, mais qui sont des biais cognitifs, où je me dis, il me faut du café, mais je ne me rendais pas compte que ce que j'allais chercher inconsciemment, c'était du sucre. Et je crois que ça, c'est vraiment passionnant à comprendre et à vivre dans ses tripes. Parce que moi, si on me l'avait demandé, je n'aurais pas reconnu. Et ce que je trouve intéressant en tant que médecin qui fait médecine interne, c'est qu'aujourd'hui, regarder le sucre avec un regard addictologique, c'est passionnant. Et particulièrement chez les diabétiques qui vous disent « j'y arrive pas ». Et je pense que les diabétologues qui disent il faut réduire votre consommation de sucre, quand ils sont en face d'un patient qui dit j'y arrive pas, ce serait génial d'avoir une consultation d'addictologie dans les services de diabéto, parce qu'il y a probablement des patients qui n'ont pas les moyens, c'est comme ces gars, c'est plus fort qu'eux, et le sucre a une puissance organisationnelle dans leur vie qui les dépasse et pour lesquels ils ne peuvent pas mobiliser les choses. Donc c'est là où on a besoin effectivement des diététiciennes, des psychologues et peut-être des addictologues pour arriver à mobiliser les choses. Et dernier point intéressant, si je reviens sur la partie hépato, je pense que de maintenir l'effet du sucre fait qu'on va en consommer de plus en plus. Et en consommant de plus en plus de sucre, effectivement, on va grossir, générer de l'obésité, générer de la stéatose, etc. Et on voit bien sur quoi on tombe. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que cette désaccoutumance pendant un mois, et là on retombe sur les concepts du dry January, c'est-à-dire que dry January, on nous a montré que les gens qui arrêtaient leur consommation d'alcool pendant un mois, ils ne reprenaient pas à la même taux, à la même sévérité leur alcoolisme, et que ça avait de toute façon un bénéfice dans l'année à venir. Et bien moi, je suis persuadé que faire cette expérience de janvier sans sucre ajouté, de se poser des questions sur son sucre, juin sans sucre ajouté, ça oblige à se poser la question, est-ce que je n'ai pas un comportement particulier ? Et dans les informations qu'on va trouver, par exemple, moi j'ai redécouvert, alors c'est sûr, dans les congrès d'hépato, on nous dit le sucre le plus mauvais, c'est le fructose pour les maladies du foie. Ok, ça nous était dit, on le savait, on l'avait appris. Mais après, quand on se repose la question et qu'on va au fond des choses, le fructose, c'est 2 sucres, et pour le séparer et l'utiliser, vous devez d'abord le stocker dans le foie et après le ressortir. Le problème, c'est qu'il faut le ressortir. Vous allez d'abord le mettre dans le foie pour le séparer, et qu'en fait, le fructose, les fruits,
vous tombez sur, quand vous mangez des fruits, il faut utiliser rapidement ces calories-là, ce sucre-là, si vous ne voulez pas que ça se stocke et que ça ne ressorte pas de votre foie. Donc, on tombe sur des concepts où on dit, voilà, quand vous mangez du sucre, il faut avoir un exercice physique derrière. Moi, quand j'ai mangé, j'ai plutôt tendance à aller faire la sieste plutôt qu'à me dire, allez, je mets les baskets et je vais courir ou je vais marcher. Donc, c'est vraiment ces comportements-là. Et quand on regarde après, d'un point de vue purement addictologique, on voit des malades alcooliques, on voit des toxicomanes sortir de leur addiction aux produits et prendre du poids et avoir une addiction compensatoire sur le sucre. Et on sait très bien maintenant en addictologie qu'il y a des glissements d'addiction. On passe de l'alcool au tabac, on va passer de l'une à l'autre. Et je pense que l'addiction au sucre doit être regardée comme ça. On ne peut pas se contenter de dire à l'alcoolique, c'est pas grave, vous avez pris 6-7 kilos, 10 kilos, c'est à cause des antidépresseurs, mon pauvre monsieur. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupera plus tard. Non, on s'en occupe pas plus tard, on s'en occupe maintenant. Et on essaye de comprendre ce qui se passe. Donc, moi, je trouve que c'est un formidable combat, que ça a éclairé des choses pour moi dans le professionnel. Et oui, il faut le faire entendre maintenant et le faire entendre dans le monde hépato, dans le monde de la diabéto, dans le monde de l'addicto et surtout dans le grand public pour que les gens soient un peu plus conscients de ce qui se passe quand on va donner un gâteau sucré au gamin à 16 heures pour lui faire plaisir quand il rentre de l'école ou la barrette de chocolat. Juste, on parle beaucoup de l'expérience patient en ce moment, c'est un mot, un truc un peu magique. Là, on l'a vécu, l'expérience patient, c'est vraiment intéressant. Par exemple, l'idée de se déshabituer du sucre, on l'a tous vécu plus ou moins. Oui, petit à petit, on a eu beaucoup de remontées de ce type-là. Des aliments que je consommais avant, au mois de mai, je les trouve trop sucrés et imbouffables au mois de juillet. Et moi, je l'ai vécu personnellement. J'ai failli recracher des carottes râpées que j'avais achetées au supermarché parce que d'habitude, je les fais à la maison, j'avais pas le temps. C'était juste imbouffable. Et je suis sûr que si je n'avais pas fait juin sans sucre ajouté, je ne me serais pas rendu compte à quel point elles étaient sucrées. Voilà. Moi, au mois de juin, je mettais du sucre plein mes fraises. Et quand ils m'ont annoncé juin sans sucre ajouté, je dis, vous ne pouvez pas faire ça au mois de juin. C'est impossible, quoi. Et dans le groupe, on a échangé et les gens m'ont envoyé des recettes en disant, essaye la menthe. Essaie de mettre des graines de fenouil, un peu de fenouil sur. Enfin voilà, il y a eu plein de gens qui m'ont envoyé du vinaigre balsamique sur des fraises, c'est délicieux. Donc j'ai trouvé ça génial, quoi. C'est vraiment la communauté qui a proposé, et j'aurais jamais imaginé manger des fraises sans sucre un jour. Voilà, donc vous voyez, il y a des miracles, même chez nous. Est-ce qu'on passe la parole à la salle ou aux gens à distance? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir, y compris des gens qui ont participer d'ailleurs, parce qu'il y en a dans cette salle. Attends. Là, on a une demande ici. Garde ton micro, Pascal. Comme ça, gardez ce micro en bas. Nous, on va passer celui-ci. Oui. Mélange pas tes microbes. Oui. Alors, bonjour. Du coup, déjà, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme ce dont vous avez parlé. En tant que diététicienne, le sucre ajouté, c'est un de mes chevals de bataille. Et alors, est-ce que je me suis posé la question quand j'ai eu vous parler du parcours de soins, on en parle des petits déjeuners à l'hôpital, pain beurre confiture, pain blanc beurre confiture, qui sont au final plus mauvais pour la santé qu'autre chose. D'ailleurs, le vinaigre balsamique, il y a du sucre dedans. Oui. Parce que vous parlez des fraises, vinaigre balsamique, pour le coup, il y a du sucre. Mais le problème, c'est que, comme disait Mathilde, le sucre ajouté, on en trouve partout. On le connaît mal. Bretzels. Même dans le vinaigre, dans le ketchup, on le sait, mais dans énormément de produits. Mais il y a aussi dans le milieu hospitalier où il faut combattre ça et changer le petit déjeuner qui fait monter la glycémie en flèche. Parce que franchement, pain, beurre, confiture, yaourt aux fruits ou des trucs comme ça, c'est quand même très, très sucré. Alors, je ne sais pas si vous aviez réfléchi à ça, si vous aviez vu cette partie, parce que vous parliez du parcours de soins, mais c'est aussi un sujet qui me semble important, surtout à l'hôpital où on est censé soigner les gens et où on leur donne du sucre, une bombe sucrée, au final, dès le matin. Ouais, je dirais ça, c'est l'étage suivant de la fusée. C'est-à-dire que nous, l'opération, c'était, d'une part, de valider le concept, mais cette question de la prise de conscience du sucre que j'ingère. Donc, on est vraiment au niveau de l'utilisateur. Ensuite, une fois qu'on a ça, je pense qu'on va pouvoir documenter des choses et se dire, il faut intervenir ici ou là. Peut-être au petit déjeuner à l'hôpital, oui, c'est vrai. Peut-être à la cantine scolaire.
enfin, il y a des endroits sur lesquels ensuite on pourra... Mais autour de cette mobilisation, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour nous, le sucre, c'est quand même essentiellement une porte d'entrée vers le grand public pour l'éducation nutritionnelle et du coup la prévention des maladies métaboliques. Hein. Donc non, on n'en est pas là, mais c'est une piste. Voilà, ça demande des moyens humains supplémentaires, donc ça fera partie de la question qu'on se posera après. C'est quelles sont les urgences. Notre combat a été, là, notre travail a été vraiment de voir ce que si une opération de ce type pouvait permettre à des gens de prendre conscience et ensuite de parler. Moi, mon petit-fils, maintenant, qui a 5 ans, il a intégré la problématique du sucre parce que sa mère a fait juin sans sucre ajouté. Et c'est intéressant, ces choses-là. Et c'est ensuite comment on fait pour passer de 400 personnes à 4 000, à 40 000, à 400 000 et à 4 millions. Et peut-être ensuite, il va falloir agir effectivement au niveau de l'offre, et c'est autre chose. Il faut aussi agir au niveau de l'offre des industriels. Il y a plein de choses à faire. Au niveau de l'offre des industriels, j'ai juste une petite slide qui est assez rigolote, c'est celle-là. Je la ressors à chaque fois. La pyramide de gauche, en haut, c'est donc les aliments recommandés par l'OMS. Hein. Donc, et vous voyez, enfin, et donc le rose, c'est la part des aliments gras, sucrés, salés, pas bons, qu'il faudrait avoir dans son alimentation. Et les pyramides de droite, c'est la part de ces aliments qui font objet de publicité et de promotion. Vous voyez le déséquilibre, le décalage qu'on a. Donc on se bat, c'est contre ça qu'il faut qu'on se batte. Hein. C'est-à-dire que derrière la prise de conscience, il y a la puissance de l'industrie agroalimentaire. Et c'est vraiment impressionnant. Donc c'est pour ça aussi que parmi les réflexions qu'on a, c'est... comment est-ce qu'on fait pour ne pas agir seul? Parce qu'on est bien gentil à SOS Hépatite, on a beaucoup d'énergie, même si Pascal mange moins de sucre, il a toujours de l'énergie, et on est trop petit. Hein, donc il faut aussi élargir le combat, sans doute. Ah, je suis entièrement d'accord. Et vous parlez des industriels et des publicités. Malheureusement, il y a énormément de pubs sur le sucre. Et il y a la toute petite phrase en dessous, toute minuscule, mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Et... il y a le côté déculpabilisant, on pense que c'est suffisant alors que non. Et c'est vrai que le sucre, c'est un combat de tous les jours. Et pour en venir à la sensibilisation, c'est sûr que ça peut être intéressant par exemple, de communiquer avec des... alors, tout le monde utilise d'ailleurs les influenceurs sur les réseaux sociaux qui peuvent parler du programme, concept, à très grande échelle, mais c'est super intéressant. Et franchement, c'est une très, 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 très belle initiative. Et ça manquait, le mois sans sucre ajouté. Ouais. Et alors, juste pour dire, dans les réflexions, mais avec... nous a demandé là de faire des actions pour le mois sans tabac. Donc c'était une commande. L'hôpital s'engage à faire. Et je lui dis, ok, je ferai ça que si au mois de juin vous faites quelque chose sur le mois sans sucre ajouté. Et je veux dire, embarquer un hôpital dans le mois sans sucre ajouté, c'est aussi se poser la question, on fait quoi avec les petits déj? Est-ce que l'hôpital est capable d'inventer un petit déj différent pendant un mois? Ça ne tiendra pas plus d'un mois, mais pendant un mois, si on est capable de faire un petit déjeuner autrement dans l'hôpital et d'interroger les gens sur, voilà. Donc il y a eu des entreprises et moi je trouve ça génial qu'on ait une maison de retraite, des crèches qui s'engagent et qui nous disent bah, nous on va le faire pour les gens qui travaillent, mais aussi parce qu'on a bien vu qu'il y avait une dynamique sociale à l'intérieur des équipes qui se mettait en place dans les 2 entreprises qui l'ont fait. Voilà, demain on a envie que des grands groupes la Poste ou je sais pas, enfin voilà, des gens en face une dynamique d'entreprise. Et un petit hôpital qui pourrait dire tiens, moi je vais essayer, moi je suis en sucre ajouté pour les salariés, mais aussi pour les patients. Est-ce qu'on est capable de garantir quelque chose de différent dans les assiettes? Je trouve que ça peut être une belle expérience. Surtout qu'on peut utiliser tout ce qui est le petit déjeuner salé. Ça peut faire peur aux gens. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui disent quoi, je vais pas manger salé le matin. Mais moi, j'ai un patient, il mange son plat de la veille le matin parce que ça fait un petit déj. Et c'est vrai que dans les hôpitaux, ils peuvent utiliser les moyens. Il y a le fromage, le jambon, les œufs. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour diminuer le sucre. Mais c'est vrai qu'il faut que les hôpitaux et les services publics s'engagent à faire quelque chose, même pour un petit mois. Et en même temps, il faut que les gens aient suffisamment de confort et puissent avoir le petit déjeuner qu'ils ont envie d'avoir. Donc, c'est pas si facile à mettre en œuvre. Ouais. Aussi, oui. Thomas,
Thomas, je voulais raconter juste une petite histoire parce que je vois Stéphanie dans la salle. Et Stéphanie est infirmière ETP à l'hôpital de Tourcoing et elle a participé à une des visios qu'on a réalisées pendant le juin sans sucre ajouté. Et elle nous a parlé d'un de ses patients qui a une NASH sévère. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait le juin sans sucre ajouté. C'est parce que c'est pas seulement pour se passer de sucre, c'est parce qu'on sait que ça peut déclencher des maladies assez graves. Et ce monsieur, c'est une histoire assez incroyable parce qu'il a travaillé dans une usine de bonbons, donc il s'appelle Lutti. Et donc je l'ai interviewé pour la Nash Letter parce que je pense que la Nash Letter, elle a aussi une, comment dire, elle a vocation à être pédagogique et pas sans vouloir non plus faire peur aux gens. Et ce monsieur, il m'a raconté son histoire. Son travail, en fait, c'était de goûter les bonbons. Toutes les heures, il goûtait les bonbons. Alors, normalement, il devait les recracher, mais il m'a dit, comme j'étais gourmand, je les avalais. Et il s'est retrouvé quand même, après 40 années de travail dans cette usine, avec une cirrhose du foie, alors que c'est un monsieur qui ne buvait pas du tout d'alcool, qui est assez sportif en plus. Donc, c'est ce genre d'histoire, ça fait quand même assez peur. Et on se dit que le sucre, il peut avoir vraiment... c'est vraiment très dangereux, quoi. Ça peut être aussi dangereux que l'alcool ou que, je sais pas, que le tabac ou autre. Voilà. C'est ce que je voulais raconter. Stéphanie, un petit retour peut-être ? Alors nous, on a fait un atelier justement pour sensibiliser les patients dans le hall de l'hôpital, où on avait donc un premier atelier où on essayait de faire deviner la quantité de sucre dans des aliments comme la baguette de pain, la briquette de soupe. Après, on avait un autre atelier avec une diététicienne qui expliquait un peu le fructose, les sucres, les noms des sucres, et puis moi qui parlais de la maladie en fait. Et à notre grand étonnement, on a eu quand même énormément de nos collègues qui sont venus, des anesthésistes qui sont venus. Voilà, il y a eu des questionnements du personnel, mais de façon, la direction, du personnel de la direction qui est venu. Et à contrario, bien sûr, on a eu des gens qui sont passés. Et on avait Christian qui était là, qui était notre patient, et qui a parlé, qui a sensibilisé les gens. Et je pense que ça a fait quand même changer certaines choses, parce que parfois, quand je croise des gens dans le couloir, ils me disent « Ah oui, c'est vrai, le sucre, c'est vrai ». Je vois des gens qui prennent des barres chocolatées, mais on en prend aussi de temps en temps. Bon, quand je suis là, il y a un regard un peu différent. Enfin, il y a des choses qui changent. En tout cas, il y a eu une prise de conscience par cet atelier, je pense, de certaines personnes que, oui, le sucre, il fallait faire attention. Ou en tout cas, ça a fait parler. On a parlé autour du sucre. D'autres remarques dans la salle ? Thomas, j'ai déjà une première question. Tu as dit tout à l'heure que les gens n'avaient pas arrêté de boire de l'alcool. Est-ce qu'on a une explication ? Est-ce que les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de sucre dans l'alcool ? Ou est-ce que c'est... Parce qu'on en avait discuté. Tu nous avais dit aux UP qu'éventuellement, les alcooliers allaient mettre les étiquettes avec les taux de sucre sur les bouteilles. Je crois que ça ne va pas se faire. C'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, c'est pas gagné. Oui, alors, en fait, c'est pas les gens. L'alcool était le 10e aliment dans la liste. Quand on leur demande qu'est-ce que vous avez réduit, l'alcool c'était en 10e. Donc il y a des gens qui ont réduit leur consommation d'alcool, dont moi par exemple, mais j'ai pas arrêté. Ensuite, on a eu des débats, mais c'est comme pour le chocolat. C'est quoi la frontière du sucre ajouté ? Parce que le sucre dans l'alcool, sauf si tu bois un punch, c'est du sucre théoriquement naturel, donc il n'est pas vraiment ajouté. Alors on peut avoir des débats. On sait que l'alcool, en tout cas, fait partie des sucres inutiles qui viennent s'ajouter. Donc c'est pour ça que nous, dans notre communication avec les communautaires, on a dit essayez de mettre l'alcool quand même dans le paquet, quoi. Ensuite, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Et nous, l'expérience était aussi pour identifier là où c'est compliqué. Là, on a bien identifié que la relation sucre-alcool, elle n'est pas acquise, et qu'il va falloir, il y a un travail spécifique à faire. Et ensuite, là, c'est pareil, pour le lobbying, toutes les actions à mener derrière, ça, on ne peut pas les mener tout seul. On est en train de les mener à France Asso Santé. Il y a des demandes justement sur ces questions-là autour de l'alcool. Mais ce qu'on fait et ce qu'on peut continuer à faire avec Juin sans sucre ajouté permettra justement
d'alimenter un argumentaire. Mais oui, on peut pas tout faire, malheureusement, et on aura à se battre contre les marchands de pinards autant qu'on aura à se battre contre les marchands de biscuits, c'est sûr. Alors, j'ai une deuxième, peut-être une explication. La différence de personnes qui ont répondu au questionnaire par rapport à ce qu'il y avait sur le site Facebook, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le train en marche, comme ils m'ont dit. Et ils ont dit, ben non, je ne vais pas répondre, je le ferai le prochain coup. Oui, il y a des gens qui n'ont pas répondu. Oui, alors ça fait des gens en plus. Oui, ouais, donc, le fait de dire on le fera le prochain coup, c'est qu'ils sont partants pour 2024. Il y a, Louis, il y a un truc qui est passionnant là-dedans, c'est qu'on a tous oublié que pour faire de l'alcool, on prend du sucre. Oui. Que ce soit du raisin, que ce soit des alcools. L'alcool est produit à partir du sucre. Donc on a l'impression de redécouvrir qu'il y a un lien entre le sucre et l'alcool. Mais on l'a tous dans notre cerveau quelque part, quoi. Enfin, c'est quand même drôle comment la société de consommation a réussi à nous faire gommer cette information-là. Et la deuxième chose, pour répondre à ta question, ce qu'on a bien montré, et c'est les diabétologues qui avaient fait cette expérience-là, c'est quand on boit un peu d'alcool, les papilles gustatives, les récepteurs au sucre, la sensation de sucré, elle est écrasée par l'alcool. C'est-à-dire que tes récepteurs au sucre, ils sentent moins bien le sucre. C'est-à-dire que pour avoir la même sensation de sucre quand tu es un consommateur modéré d'alcool, il faut que tu manges plus de sucre pour avoir l'impression que tu as du goût sucré. Et du coup, on s'est bien rendu compte dans plein d'études qu'un alcoolique qui arrête de boire et dont les récepteurs vont récupérer au niveau gustatif, il trouve les choses trop salées, trop sucrées. Et on a regardez la quantité de moutarde que met un alcoolique et la quantité de vinaigre, etc. Ils ont besoin de se sursaturer leurs récepteurs qui sont, entre guillemets, brûlés par l'alcool. Donc ça, c'est passionnant parce que c'est probablement une des pistes de réponse sur ce lien entre la consommation d'alcool et la surconsommation de sucre. Quand je dis ça, je n'ai pas la solution après. Je dis juste, la science nous permet de comprendre ce qui se joue, mais après, on en fait quoi ? Et pour l'instant, on est en train de découvrir l'addiction au sucre, mais... qu'est-ce qui est le plus addict ? J'avais déjà posé la question. Entre l'alcool et le sucre, lequel rend le plus addict ? Moi, je t'ai déjà répondu hier. Pour moi, c'est l'association de malfaiteurs. Oui. Mais tout le monde n'était pas là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur... Oui, à distance. Puis ensuite, on essaiera de passer au projet 2024, si c'est possible. Distance, on a 2 partages, donc bravo pour Joint sans sucre ajouté, car moi, je n'avais pas compris que ce n'était qu'une expérimentation à petite échelle. Et le docteur Neuville Congolo nous dit bonjour, est-ce que le sucre bio, sucre de la canne à sucre, sucre dans le miel, a-t-il aussi un pouvoir pathogène ? Docteur Mella. Docteur Mella. Oui. Enfin, tous les sucres naturels, tout le fructose, les sucres ont un pouvoir. Notre centrale énergétique pour stocker le sucre, c'est le foie. Donc, si vous lui amenez en quantité normale, on le stocke et on le déstocke. Si à un moment vous en rentrez et que vous en ressortez jamais, vous allez être en surstock et il y a pathologie derrière. Et je rappelle juste que aussi là, dans notre façon d'expliquer, et on a beaucoup. Les gens n'avaient pas compris que quand ils mangeaient trop de sucre, ils faisaient du gras, quoi. Le foie gras. Mais ça n'a rien à voir si c'est le sucre ou c'est le gras. Ben non, c'est que pour stocker votre sucre, vous êtes obligé, votre foie va le transformer en graisse, quoi. Et donc il y a vraiment de la pédagogie à faire, à expliquer aux gens pour qu'ils comprennent les concepts, parce que c'est pas on va vous parler de la maladie du soda. Ouais, mais moi ça me concerne pas, j'en consomme pas. Ouais, mais t'es au kebab 4 fois par semaine, quoi. Donc faut qu'on en cause. Les frites, c'est pas tous les jours. Et il y a plein de gens comme ça qui se bah ouais, moi non, j'en mange pas. Non, c'est pas ça, quoi. Donc vraiment qu'on aille au bout des explications pour expliquer. Et on sent bien que Mathilde, dans l'expérience, j'en ai fait aussi, quand on est interrogé par des journalistes de la presse santé, c'est difficile de expliquer ça parce que c'est pas forcément vendeur, quoi. Pour compléter la réponse, il y a dans le guide anti-NASH une question qui est: tous les sucres se valent-ils du côté du foie? Donc c'est intéressant. Tous les sucres peuvent faire mal au foie. Et ce que je réponds maintenant, c'est les sucres dans les aliments ultra transformés, c'est les pires. Parce que là, je parlais tout à l'heure d'association de malfaiteurs, aliments ultra transformés plus sucre, là, on est sûr que ça va faire des dégâts.
D'autres remarques où on passe... Oui, non? Oui, juste par rapport à mes collègues du CHU Strasbourg qui ont bien participé à l'enquête, et j'en remarque parce qu'au final, chez nous, à l'intérieur de l'hôpital, on a des distributeurs de confiseries, de boissons et tout, et je me dis, mince, quand même, ils sont quand même forts et motivés d'avoir fait le truc avec toute la tentation qu'on peut avoir dans les hôpitaux, dans les salles d'attente et tout. Et il y a un truc qui est assez intéressant, et c'est Françoise qui me le disait, c'est qu'effectivement, pour les écoles et les lycées, ils ont enlevé les distributeurs pour ça. Et pourquoi ça ne s'étend pas finalement aux entreprises et encore plus dans les systèmes, dans les institutions et les administrations publiques? Voilà, petite réflexion. Il a fallu 30 ans pour enlever les bières à l'étage des maternités. Oui, pour l'allaitement, c'est bien. Bon, si on peut, là, parce que l'heure tourne, ce qu'on voulait évoquer avec vous, c'était justement qu'est-ce qu'on fait en 2024. Donc, vous avez senti qu'on aimerait bien faire un juin sans sucre ajouté 2024. Moi, j'avais dit, mais vous avez compris que quand je dis quelque chose, SOS Hépatite, ça, on ne tient pas toujours compte. J'avais dit oui, mais il faut 3 conditions. C'est qu'on aille chercher des gens qui ne viennent pas, des hommes, qu'on n'ait pas que des gens déjà ultra sensibilisés. Oui, à condition qu'on se donne les moyens de mieux informer les gens, parce qu'on avait des gens quand même, il y avait des questions auxquelles on n'avait pas les moyens de répondre. Même humainement, quoi. On n'avait pas le temps. Et oui, à condition, et moi j'y tenais beaucoup à ça, à condition qu'on arrive à mieux accompagner les gens qui se mettent en situation d'échec. On n'est pas là pour mettre des gens en situation d'échec. Si les gens ils font quelle que soit leur motivation, effectivement, il y a quelqu'un qui s'est inscrit à juin sans sucre ajouté et il voulait perdre 25 kilos. Bah oui, ça ne va pas le faire. Mais n'empêche, cette personne, elle est venue, elle a voulu adhérer à la démarche. Et ça serait dommage de mettre ces gens-là en situation d'échec. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de mieux les accompagner. Donc, voilà les conditions que j'avais mises. Je ne sais pas si on arrivera à les réunir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les autres idées que vous avez? Mathilde, on reprend le tour déjà assis devant et puis on donne la parole à la salle. Quels sont tes espoirs, tes rêves pour 2024, tes rêves réalistes? Pour 2024 Non, moi j'aimerais vraiment développer l'idée qu'il y ait des choses quand même en présentiel, en réel, que ça reste pas que du virtuel. Moi j'y crois beaucoup à ma tournée des goûters sans sucre ajouté. Ouais. Je suis sûre que ça peut marcher. Et voilà, ça rajoutera un côté humain à l'expérience, ce sera sympa. Et ouais, trouver des personnes pour nous aider pour construire des outils. Au début, quand on a lancé le défi, j'avais préparé un super tableau Excel avec des idées de publication pour chaque jour du mois de juin, pour parler des indices glycémiques, des farines, du pain, de tout plein de choses. Et il y avait un sujet sur l'alcool. Tout ça, c'était prévu. Mais en fait, dès le premier jour, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout l'attente des participants. Les participants, ils avaient des questions très précises sur les étiquettes, sur les poudres de cacao, ça a été un grand sujet, sur le chocolat, sur des recettes. Ils voulaient absolument des recettes sur les repas dits un peu plus sucrés de la journée, comme le petit-déj ou le goûter ou la collation de l'après-midi. Alors que finalement, il y avait plein d'autres choses à voir et à faire, mais à un moment, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc oui, avoir des personnes pour nous accompagner, pour construire des outils. Et voilà, moi j'y crois beaucoup parce que bon, vous avez compris, moi mon dada c'est plutôt la stéatose hépatique et la NASH. Et via Juin sans sucre ajouté, j'y ai trouvé un formidable outil pour pouvoir aller vers les gens. Derrière la stéatose hépatique, je crois qu'il y a quand même un côté un peu honteux parce qu'on parle de l'alimentation. Moi-même, si j'étais pas guérie, je suis pas sûre que je serais ici aujourd'hui avec vous à en discuter et à mettre des actions en place. Donc, avec Juin sans sucre, on peut toucher davantage de monde sans le côté peut-être culpabilisant que certains peuvent ressentir avec cette maladie. Juliette, je sais que tu avais aussi des idées pour essayer d'avoir des relais d'opinion peut-être ou des... Oui, et puis j'ai regardé le mois sans tabac, un peu pour me dire peut-être qu'on peut s'en inspirer aussi pour le juin sans sucre ajouté. Et je m'aperçois que sur le mois sans tabac, bon, ils proposent une application. Alors, je ne pense pas qu'on ait les moyens de mettre un truc comme ça en place. Ils proposent aussi, selon les gens qui veulent arrêter... Non, ou c'est le droit de January, je ne sais plus. Enfin, l'un ou l'autre, les deux, en fait.
Et les gens qui veulent réduire leur consommation de sucre, enfin de tabac, ou ceux qui veulent juste fumer un peu moins, ceux qui veulent arrêter complètement, etc. Et on peut peut-être avoir les mêmes choses pour le sucre. On peut avoir des gens qui ont juste envie de réduire un petit peu leur consommation, d'autres qui vont avoir envie d'arrêter complètement. Donc on peut avoir différents dosages. Et les gens, en fait, on leur propose une aide en fonction de leur demande. Alors je ne sais pas si on peut faire ça pour le juin sans sucre ajouté, mais je pense qu'on peut s'inspirer quand même à la fois du défi de janvier et à la fois du mois sans sucre pour voir ce qu'ils font eux, même si le sucre c'est encore différent, et peut-être y piocher des idées. Sinon, à titre personnel, dans mon département, j'avais envie d'essayer, alors je ne sais pas si ça sera possible, c'était un projet comme ça en l'air, je vais essayer parce que je connais un petit peu les élus et je connais les journalistes du journal local, de faire de ma ville, donc qui est Nevers, dans la Nièvre, une ville pilote. Alors essayer de voir justement si au niveau de la ville, le nombre de gens qui voudraient s'inscrire, peut-être faire avec le journal du centre, proposer un article tous les jours, une interview de quelqu'un qui explique comment il vit son défi. Peut-être impliquer aussi l'équipe de rugby qui est bien en ce moment, qui marche bien dans la ville, en leur demandant, parce que c'est vrai que les rugbyman, ils ont tous l'IMC au-dessus des normes, mais en fait, ils n'ont pas de nage du tout, parce qu'en fait, leur tour de taille est parfait. Donc voilà, c'est des petites idées comme ça, mais je ne sais pas, parce que ça va demander du temps, ça va demander pas mal d'énergie, et je vais essayer quand même. Voilà. En tout cas, l'idée que tu suggères là, que les gens se fixent un objectif au départ, ça va peut-être permettre d'attraper des gens qui se sont dit c'est pas pour moi. On a eu des gens qui ont répondu j'y vais pas, c'est pas pour moi, je suis trop gravement atteint, quoi, en gros. Et si on leur dit non, tu peux choisir ton objectif et tu peux te mettre à juste j'essaye de mettre moins de sucre dans mon café, peut-être que ces gens-là, on arrivera à mieux les avoir. Voilà, Pascal, tes idées? Ouais, je pense qu'il faut qu'on axe que ce soit sur l'alcool ou le tabac, c'était on a bien vu d'ailleurs les échecs historiques, c'était du blanc-noir. On arrête, c'était l'idée d'arrêter pendant un mois. Là, c'est pour ça qu'on a mis sucre. Au début, on était parti avec sucre et on a rajouté sucre ajouté. Le but, c'est on ne peut pas se passer du sucre. Hein. Donc il y a une zone grise qui de toute façon est difficile à capter. Donc effectivement, utilisons-la comme un atout pour que les gens se mettent un curseur. Alors je ne sais pas comment on pourra le mesurer, ce curseur-là, mais le mettre. Je prends ma casquette de président de l'association pour dire, et François Zeder, il faut aussi qu'on en fasse quelque chose. On a fait un poster pour la FEF, mais je viens de proposer à un jeune médecin en disant si tu veux, je te donne toutes les données, tu fais ta thèse là-dessus et vas-y. Sauf qu'on n'a rien déclaré à la CNIL. On a fait ça comme des bons militants de base, comme on sait faire, et on n'a pas du tout suivi, on ne sait pas le questionnaire du mois 0 à 6 mois et à 12 mois, on ne sait pas les suivre. Donc on a tous les questionnaires au départ, tous les questionnaires au milieu, etc. C'est anonymisé. Si on fait quelque chose de plus gros, je pense qu'il faut de la data. Il faudra qu'on se pose la question comment on peut récupérer de la data et comment on peut travailler là-dessus et comment le faire proprement si on veut pouvoir mobiliser les gens. Et là, je vais faire mon Thomas Laurenceau, mais vous êtes fous, quoi. Juin 2024, est-ce que vous vous rendez compte que c'est juste avant les Jeux Olympiques, les mecs? Vous allez dire on va nous mettre des barres avec du sucre, des barres sucrées partout dans les pubs pendant un mois, et vous arrivez en disant juste avant les JO, c'est juin sans sucre ajouté. Voilà, on va le faire. Mais ce sera pas. On a une ministre quand même qui remercie Coca-Cola d'aider la France. Voilà. C'est ça. Et je pense que SOS Hépatite n'est pas à son premier défi fou, c'est pas grave. Ce qui m'inquiète plus en tant que président, c'est que ça, le guide anti-NASH, toutes ces actions-là, on les a fait avec nos organes et un couteau et avec de la transpiration, de l'énergie d'une poignée de militants. Je me souviens des conseils d'administration où quand je disais allez, il faut aller sur les maladies métaboliques, il y en avait qui me regardaient un peu de travers. Aujourd'hui, on y est et ça marche. Et puis voilà, on y est au forum, on fait des actions, ça marche, les gens répondent. La newsletter, c'est plus de 3000 personnes. 2300. Voilà. Il y a 20% des gens qui ouvrent la newsletter dans les heures qui suivent, 30% dans les heures qui suivent sa publication. Donc les gens l'attendent. Et ce n'est pas des professionnels de santé, c'est monsieur tout le monde qui veut de l'information. Donc je veux dire, le premier droit, c'est l'accès à l'information. Et je me dis, si le joint sans sucre a comme seule devise de permettre d'être le support de communication et d'envoyer de l'information à des gens. Rien que pour ça, il faut le refaire en 2024 pour être un organe de distribution de connaissances et de compétences et que les gens ils puissent avoir cette autosurveillance,
se poser la question, ouais, cette réflexivité de se dire où est-ce que j'en suis moi avec le sucre. Maintenant, ça va être compliqué. D'autant qu'on est d'un côté sur une maladie qui nous dépasse, c'est pas que le foie, c'est le diabète, c'est les maladies cardiovasculaires, etc., c'est les cancers, et sur un enjeu qui nous dépasse parce que là, on voudrait effectivement aller vers un grand public et c'est beaucoup plus difficile. Et en même temps, il faut bien voir que ces campagnes-là, il y a une étude qui a été faite sur l'OCDE sur le mois sans tabac, c'est coût efficace. 1 euro dépensé dans le mois sans tabac, c'est 7 euros de dépenses de santé publique d'économiser. Donc ça vaut le coup. Sauf que nous, on n'a pas l'euro de départ. Et donc on n'a même pas je ne parle pas des 30 ou 300 000 euros qui seraient nécessaires. Des idées, des réactions dans la salle Oui, bien sûr, on compte sur toi. Oui, du coup, oui. Alors, on en parlait tout à l'heure en aparté. Quand tu parlais de la déculpabilisation, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en diète. C'est utilisé la diététique comportementale et on n'y pense pas. Mais l'éducation thérapeutique, c'est très intéressant dans cette situation. Pour avoir fait des cours d'éducation thérapeutique, c'est justement comment éduquer la personne sans la culpabiliser. C'est comme tout à l'heure, il y avait la diapo sur les personnes qui ont pris du poids. Mais il y a des personnes qui prennent du poids parce que justement, elles atteignent leur poids de forme. Il y a des personnes qui perdent du poids pour l'atteindre, mais il y a des personnes qui en prennent. Et c'est dommage pour les personnes de culpabiliser pour ça. Et tu as raison en disant que c'est un gros point. Mais il y a aussi il y a de plus en plus je retiens mon terme d'influenceuse. Il y a une femme sur YouTube qui a fait toute une vidéo parce qu'elle a testé un mois sans sucre ajouté et elle a fait une vidéo récapitulative du mois où elle expliquait ce que ça a donné. Et elle expliquait par exemple qu'un jour, elle est allée manger un truc et elle fait « Mais attendez, dans la sauce blanche du kebab, il y a du sucre ». Et après, elle s'est dit, oh, bah, tant pis, fichu pour fichu, je vais me manger un dessert. Et le problème, c'est que si les personnes réagissent comme ça, bah, c'est toute une éducation à faire. Et c'est pour ça que j'expliquais le côté diététique comportementale, éducation thérapeutique du patient, et faire des lives à échelle humaine, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas être partout, mais des lives, par exemple, sur le groupe Facebook, des webinaires comme par exemple sur Zoom, parce qu'on a de plus en plus de logiciels de visio, ça s'est démocratisé avec le Covid. Et c'est avec des professionnels de santé comme par exemple, cheval de bataille, la diététicienne, mais ou même des médecins, et pour discuter et répondre aux questions plus précisément des patients pour ce sujet. Et il y a énormément de choses à faire dans le domaine. Il y aurait énormément d'idées, et j'en aurais énormément, mais il n'y aurait pas assez d'une après-midi pour discuter de toutes les idées possibles et imaginables à faire, mais c'est faisable. Après, c'est vrai que c'est un peu maso de faire ça juste avant les Jeux Olympiques. Quoique, les sportifs, la santé... Mahomet a dit, si tu veux déplacer la montagne, commence par prendre un caillou. Mais c'est vrai que quand on voit que c'est Coca qui est sponsor des Jeux Olympiques, ça fait peur quand même, sachant que c'est un truc de sportif. Écoute, si tu penses qu'il faut plus d'une après-midi, on te donne un mois complet, au mois de juin, pour participer à ça, il n'y a pas de problème. Et alors, je peux témoigner devant tout le monde quand même que tu n'es pas contre les desserts, je l'ai vu tout à l'heure. Et alors, en juin, il y a l'Euro de foot. Donc, ils sont tous devant la télé avec les paquets de chips et toutes les confiseries et tout. Ils seront très motivés pour faire jouer sans sucre ajouté. Il y a toujours des événements, en fait. Il y a toujours des choses. Donc, oui, mais d'ailleurs, quand on est motivé, on le fait. On nous a dit, on se donne les moyens de le faire. C'est le mois des glaces, c'est le mois des pots de fin d'année. Il n'y a jamais un bon mois. Mais c'est aussi le mois où il y a la journée mondiale de la nage. Voilà. Oui. À part peut-être le mois de février, il y a que 28 jours, donc c'est plus motivant sur 28 jours que sur 30 ou 31. Ouais, tu sors du mois sans alcool, alors c'est pas terrible quand même. 29 jours cette année, désolé. Il y a une demande de micro ici. Sylvie, infirmière. Je me posais la question pour l'analyse. Pour les questionnaires, je n'ai pas vu le questionnaire que vous donniez, mais est-ce que vous utilisez le questionnaire de qualité de vie qui sont utilisés par exemple dans les essais cliniques avec, par rapport au sommeil, etc. C'est-à-dire que vous le donnez au départ et vous le donnez 1 mois, 6 mois, etc. pour voir l'amélioration par rapport à la qualité de vie. Est-ce que vous avez, dans votre questionnaire, ça apparaissait ou pas du tout? En tout cas, on n'a pas utilisé les outils standardisés.
Ça, je peux vous transmettre. On avait les gens qui se sont engagés à répondre au questionnaire, c'était vraiment un gros questionnaire parce qu'on questionnait. Oui, mais là, c'est vraiment affiné par rapport à, disons, on va dire le bénéfice de l'arrêt du sucre. Qu'est-ce que ça peut donner sur les mois qui suivent par rapport à la qualité de vie? Donc, il y a une analyse sur le sommeil, sur la fatigue, l'énergie, etc. C'est quelque chose de très standardisé. Oui, voilà. On n'a pas utilisé les documents standardisés. Peut-être qu'il faudra le faire la prochaine fois. On a été plus... On a essayé de l'évaluer, hein, mais pas mal aussi sur des questions ouvertes en leur disant... mais on a eu des arbitrages à faire. On s'est peut-être trompé aussi, hein, c'est possible. On avait des problèmes techniques aussi que Pascal a évoqués. On ne pouvait pas suivre les gens parce que ça nécessitait des demandes, parce qu'on était sur un public sensible. À partir du moment où on leur demandait s'ils ont des problèmes de stéatose, de NASH, etc., ça devenait des informations médicalement sensibles. Donc on n'a pas pu faire de suivi autour de ça. On était obligé de totalement anonymiser. Mais pour... je ne sais plus combien, il y avait 50 questions, quelque chose comme ça. Et ça fait partie, justement, c'est ce retour-là qui peut nous intéresser, peut-être même pour mieux se faire entendre aussi des sociétés savantes ou de je ne sais trop qui. Si on utilise quelque chose de standardisé, de validé, peut-être que ça sera plus facile pour nous. Oui. Non, mais c'est pour la visio aussi, en fait. Voilà, par exemple, moi en ETP, M. Bronovicki voulait un peu qu'on mette en avant ce qu'on faisait en ETP. J'utilise ce questionnaire-là de qualité de vie, ce qui nous a permis de voir qu'effectivement, on avait des gens qui se sentaient mieux psychologiquement, etc. Alors qu'on se disait, l'hépatite, ça n'a pas d'action, voilà, c'est physique, etc. En fait, on voit que les usagers de drogue ont moins d'angoisse, moins de choses comme ça à partir du moment où ils sont guéris. Mais on s'est basé sur ces questionnaires-là parce qu'après l'UTEP de l'hôpital, eux, ils analysent et c'est quelque chose de carré. Enfin, je veux dire, c'est toujours les mêmes questions, donc ça peut être analysé plus facilement. Oui. C'est plus dans le sens là où je vous proposais d'utiliser... Tout à fait. Chez nous, c'était moyennement carré, ça, c'est sûr. Non, mais je ne dis pas que c'est pas carré. Chez les Barbapapa. Quand j'ai vu vos résultats, je me suis dit, bon, ils sont pas loin de la recherche clinique quand même. On commence à faire des choses proches de la recherche. Donc la question que je me posais, puisque vous allez rencontrer des problèmes de financement, etc., c'est est-ce qu'il n'y a pas un porteur de projet plus orienté clinique qui vous embarquerait dans un projet plus ambitieux autour de cet événement, mais en recherche appliquée, quoi. Ça me paraît un sujet tellement bien aligné avec les nouvelles politiques publiques de prévention qu'il y aurait lieu vraiment d'avoir beaucoup de soutien derrière. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ce sujet-là. On en est au point zéro, mais c'est... oui, tout à fait. Alors, si le porteur de projet pouvait ne pas être un industriel de l'agroalimentaire ou un marchand de médicaments contre la NASH, ça nous arrangerait. Mais oui, bien sûr, je pense... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je dis qu'on arrive à un stade où les choses nous dépassent, il faut qu'on trouve justement les moyens, dans tous les sens, de changer d'échelle et faire une étude solide, poussée, validée, ça fait partie des moyens de changer d'échelle. Mais on peut en discuter, effectivement. Dans les trucs qui, moi, m'ont fait mal dans les discussions qu'on a pu avoir à droite, à un moment, un industriel dont je tairai le nom, mais dont certains comprendront, me dit... C'est dommage, vous arrivez un peu tôt. Là, notre médicament n'est pas encore sorti, mais si vous faites toujours ça dans 3 ans, notre médicament sera là, et ça, on vous soutient. Ben oui, mais non, quoi. L'idée, c'est justement de ne pas attendre le médicament, parce que la réponse, il y a un problème de santé publique, il y a un médicament, c'est réglé. Nous, non. Là, c'est les malades qui disent, de nous-mêmes, on dit, tiens, on est acteurs de notre propre surveillance, et on dit, il y a un souci, comment on fait? Et je trouve que ça, c'était intéressant, mais du coup, effectivement, quid des financements? Mais c'est très aligné quand même avec les orientations de santé publique. Donc, complètement. Vous allez avoir le vent... Oui, mais en même temps, quand on en parle au directeur général de la santé, il nous envoie bouler en nous disant que ça ne l'intéresse pas beaucoup, quoi. Donc, et on écrit à Santé publique France, parce qu'on a pensé sincèrement que Santé publique France, c'était son domaine, mais on ne lui a pas demandé de piloter, mais de nous aider, peut-être par exemple sur la méthodologie. Et Santé publique France, on attend toujours la réponse. Françoise, on peut solliciter pour à ton avis? Même je te donne le micro. Ton regard extérieur de professionnel de santé publique.
Oui, non, je m'éloigne un peu du milieu. Non, je pensais par exemple aux sociétés savantes, c'est-à-dire avoir un soutien d'une société savante qui puisse être intéressée dans les problèmes de NASH, aussi bien les diabétologues ou la Société française de diabétologie, peut-être qui seraient aussi intéressés. Donc essayer de trouver, parce que dans ces sociétés, tu trouveras aussi de l'aide pour la recherche clinique, tu vois, pour la méthodologie, et peut-être qu'ils peuvent avoir des financements. Enfin, tu vois, ça sera plus institutionnel. Enfin, je sais pas, c'est une idée comme ça pour répondre un petit peu. Je note. Voilà, sans demander à PHRC, tu vois, ou à recherche clinique en soins infirmiers. Voilà, peut-être voir avec les sociétés savantes quelle aide ils pourraient vous apporter, ça serait peut-être pas mal. Oui, j'ai une question. Ah oui, il y a en ligne des questions en ligne. Ouais, je reviens sur ce que disait Juliette, là, qui va s'impliquer sur Nevers. Pourquoi, au travers des associations qui ont un maillage et des connaissances sur le terrain très poussées, on ne s'appuierait pas justement sur ces gens-là pour solliciter les diabétos, les hépatos et les diètes qui feraient des interventions dans des écoles, dans des usines, à la poste, comme disait Pascal. Oui, mais voilà, on était 5. Hein, oui, mais là maintenant, on peut monter en puissance. Ah bah oui, déjà si on passe à 10, on sera content. Il semblerait que Denis ait envie d'intervenir à distance. On te laisse la parole. Oui, juste pour dire bravo à la Nashletter, qui est un super outil que moi, je lis parmi les premiers dès que tu l'envoies, qu'on a diffusé chez nous dans le cadre du réseau en essayant de... C'était un site qui est destiné aux patients en leur disant « Abonnez-vous et si on peut vous faire plus de pubs, très volontiers. » Et je pense aussi à tout le milieu des hépatologues libéraux dont je fais partie, parce qu'auparavant, quand on traitait l'hépatite C, on était content d'avoir SOS hépatite pour les malades qui avaient des effets secondaires majeurs à l'interféron ribavirine pour les brancher sur votre association. Et je crois que faire la publicité, la Nashletter, pouvoir la diffuser, la faire diffuser par les professionnels de santé vis-à-vis de leurs patients, parce que nous, maintenant, on a une consultation qui n'est plus 80% d'hépatite, mais 80% de NASH. Ça pourrait être un bien pour les malades, surtout qu'elle est très bien faite, cette lettre. Et les malades, comme vous l'avez dit, sont très demandeurs d'informations, au moins autant que ceux qu'on avait pour les hépatites. Donc, moi, j'ai entendu qu'il y avait 3000 abonnés, c'est super. 2003. Et je pense que 2003. 2003. Vous pouvez monter ce chiffre parce qu'en fait, cette lettre est très belle et elle peut répondre à une demande d'information de la part de patients. Moi, je suis fan. Merci beaucoup, Denis. Je sais que tu es un fidèle lecteur ainsi que de Vice Versa. Je vois ton nom chaque mois. Et d'ailleurs, je me disais que Vice Versa, qui est une newsletter addicto et pato, presque, on pourrait faire des articles aussi sur la NASH et l'addiction au sucre. Ça aurait sa place aussi dans Vice Versa, peut-être, un jour. Je relève juste une autre problématique que j'avais déjà relevée quand j'étais en psycho. Les gens n'aiment pas remplir des questionnaires aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de questionnaires qui ont été remplis. Parce que franchement, on pourrait faire un sondage de qui dans la salle qui a déjà reçu un questionnaire a envie de le remplir. Parce que je ne sais pas s'il y a des cases à cocher ou s'il y avait aussi des textes à remplir. Mais des fois, les gens, quand ils voient le nombre de questions, ils vont se dire ça fait un sacré truc à remplir. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu en psycho, quand on veut analyser après les statistiques, c'est très compliqué. Mais aussi parce que les gens n'aiment pas remplir les questionnaires. Et j'ai une prof qui était tout le temps feignasse efficace. Bah, c'est un peu ça au final. Les gens, ils aiment de moins en moins remplir des questionnaires. Et c'est vrai que c'est une problématique aussi pour analyser. Parce que si les gens ne remplissent pas les questionnaires, on ne peut pas savoir au final l'effet que ça a eu. Alors, contrairement à toi, on a eu des super taux d'engagement. Hein. Le nombre de gens qu'on remplit, il y a peu d'études qui ont autant de gens qui spontanément ont rempli les 50 questions en disant est-ce que c'est les biscuits, est-ce que c'est les sucres, est-ce que c'est le chocolat, etc. Les gens l'ont rempli sur leur téléphone, etc. Donc le taux d'engagement y était là, mais on avait vraiment insisté au départ sur on a besoin de vous pour avoir des données. Quoi. La démarche était vraiment communautaire, ça c'était important. Et je pense que dans la réponse crescendo, je prends l'exemple
du mois sans tabac, vous vous inscrivez, faites un clic, vous êtes inscrit. Point. Et vous recevez de l'information et on vous propose de participer à des choses. Mais l'action, c'est un clic, oui, j'y vais. Et donc, du coup, on dit, il y a 150 000 personnes qui se sont inscrites pour le mois sans tabac. Et après, à la fin, il n'y en a plus autant, bien sûr. Mais je me dis, est-ce que nous, on ne devrait pas faire comme ça, avec cette idée de dire, je m'inscris et on déversera de l'information. Et puis, aller après en disant, est-ce que, si vous êtes inscrit, est-ce que vous voudriez en faire un peu plus et qu'on ait vraiment la formule premium et puis les abonnés standards qui veulent juste de l'info, quoi. Tout à fait. Ça fait partie des pistes. Avec le site internet. Oui. Avec la contrainte quand même, c'est que plus tu auras du monde, plus tu auras de râleurs qui te diront que tu n'as pas donné la bonne information, donc il y aura plus il y aura d'exigences sur la qualité de l'information. Mais oui, et on remercie les gens qui ont accepté de jouer le jeu. Et parce que dès le début, on leur avait dit, on va vous emmerder avec nos questionnaires, et ça va pas être drôle. Mais on a besoin de vous. Et on a besoin de vous pour justement pouvoir argumenter notre approche. Donc c'est quand même 200 personnes, enfin même 400, puisque ceux qui ont commencé ont déjà joué le jeu, des gens qui ont accepté de nous donner un coup de main. C'est déjà bien. Et effectivement, ensuite, on dit en général, il y a sur 100 personnes, il y en a 10 il y en a 100 qui sont un petit peu loin, il y en a 10 qui se rapprochent, et puis il y en a un qui est vraiment engagé. Donc voilà, c'est comme ça. Oui, sur ta première slide, au tout début, tu nous montres à 29% de personnes en surpoids qui participent et 29% de personnes en obésité. Donc ça fait quand même 58% des personnes concernées qui d'eux-mêmes vont vers un programme comme celui-là. C'est comme super intéressant pour des personnes qui sont vraiment acteurs de leur santé et qui ont envie d'être acteurs de leur santé. Moi, je trouve que c'est quand même des chiffres qui sont vraiment, vraiment très parlants. Oui. Avec la difficulté, je ne vous l'ai pas mis, c'est que le nombre très important de gens qui se sont inscrits pour perdre du poids. Et ça, c'était un truc qui nous a vraiment embêtés parce qu'on savait bien que... Enfin, moi, j'ai été étonné qu'il y ait 30% de gens qui aient perdu du poids. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que dans la série, il y a des gens qui étaient en échec, en succession d'échecs. Puis il y avait des gens qui étaient très motivés. On a vraiment eu de tout. Mais c'est vrai que, faire impliquer les gens dans une démarche de santé, ça marche. Oui. Et naturellement, parce qu'il n'y a pas besoin de prescription ou quoi que ce soit. On leur a juste dit, ça existe. Est-ce que vous voulez le faire ? Et finalement, ils s'y sont inscrits. Moi, je trouve que c'est quand même top. Après, ils ne sont peut-être pas allés au bout, c'est autre chose. Mais au moins, il y a une volonté potentiel chez eux de se dire oui, il y a peut-être une problématique par rapport à ça, j'ai peut-être une problématique par rapport à ça, je vais le faire. Et c'est pas forcément, on le voit, les bien portants qui eux c'est peut-être plus facile, qui l'ont fait. Et vos résultats, cette slide-là est franchement très très intéressante sur vraiment ce potentiel de patients. Donc effectivement à plus grande échelle, je trouve que c'est intéressant si ça peut être poussé par les institutionnels également. Oui. Oui, on était content de ne pas être représentatif de la population finalement, mais représentatif d'une population particulièrement intéressée. C'est pas une population choisie, c'est bien. Oui. Leur tourne, on va s'arrêter. Est-ce que vous trois, l'une après l'autre, vous avez un mot à ajouter qu'avez-vous d'autre à déclarer avant la fin de l'émission? Mathilde? Rendez-vous l'année prochaine. Non, oui, l'année prochaine, oui, d'accord. Rendez-vous l'année prochaine, très bien. Oui, alors redis devant le micro pour les gens à l'extérieur en ligne. Donc on vous dit rendez-vous l'année prochaine. Juliette n'a rien à dire. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Voilà. Donc, je crois que j'ai encore perdu, là. Mais j'insiste sur un point dont on n'a pas parlé, c'est que la question du sucre, c'est une question extrêmement liée aux inégalités. Et travailler la question du sucre, c'est travailler la question des gens les plus loin de l'information, les plus loin du soin, et c'est vachement intéressant. C'est aussi... il y a les travaux d'une sociologue dont j'ai oublié le nom, américaine, qui sont vachement intéressants là-dessus. Les gosses de riches, on leur paye les vacances au ski, on leur paye les vacances à la mer, etc. On leur dit oui à tout ce qu'ils veulent, les nouvelles sneakers, etc. Et du coup, quand ils demandent une cochonnerie à manger, on peut leur dire non. Les gosses de pauvres, comme on leur a dit non à tout,
quand ils disent « je veux du Nutella », on leur dit oui, parce que c'est la seule chose où on peut leur dire oui. Donc, et donc, il y a des phénomènes socio-culturels qui font que l'aggravation, déjà, la malbouffe est une bouffe sucrée, et ensuite, la récompense est encore plus forte chez les gens pauvres. Donc, travailler contre la NASH, travailler contre le sucre ajouté, c'est aussi un travail social qui est fondamental et qui me ramène quand même à l'ADN de SOS Hépatite. Et c'est pour ça que je trouve aussi que c'est important de continuer sur ce chemin-là, même si j'ai des doutes sur nos capacités, mais on y croit. Voilà. Ben, on va s'arrêter là. Merci à vous.